En général, pour un enfant, être victime de harcèlement entraîne une perte de l'estime de soi. C'est une blessure psychologique, mais également physique dans certains cas. Et cette blessure peut se transformer en traumatisme. Les enfants développent très tôt des préjugés pour l'exogroupe, puisque on peut déjà voir que dès l'entrée à l'école maternelle, vers 3-4 ans, on a déjà des phénomènes de stéréotypes associés à l'exogroupe. Beaucoup de parents sont perplexes quand ils apprennent que leurs enfants sont victimes de harcèlement. Ils ne comprennent pas pourquoi. Je m'appelle Anna, j'ai 13 ans et j'habite à Berlin, dans le quartier de Marzahn. J'ai subi le harcèlement dès le CP, donc ça fait 8 ans. C'est à cause de ma couleur de peau et de mon origine. Les autres élèves m'excluent, ils m'insultent. Voilà. Avant d'essayer de comprendre pourquoi les enfants harcèlent, il faut définir ce qu'est le harcèlement. Je m'appelle Tanisha Burke, je suis coach parental et psychologue. Les parents ont parfois l'impression que leur enfant est victime de harcèlement. Mais le harcèlement se définit par 3 critères bien précis. C'est d'abord une question de pouvoir. Ça implique qu'il y ait un enfant plus âgé, plus fort ou qui a un plus grand capital social. Ensuite, il y a l'intention de faire du mal. Et troisièmement, l'élément le plus important, c'est la répétition sur le long terme. Ça a commencé en primaire, sur le chat de ma classe. Je me connectais avec le téléphone de ma mère. Et là, ils ont commencé à se moquer de moi. J'ai essayé d'en discuter avec une fille de ma classe pour lui dire que ça n'allait pas. Mais elle a réagi très méchamment. Alors j'ai quitté le chat de la classe parce que j'en avais marre. Et c'est le lendemain à l'école que le harcèlement a vraiment démarré. Je me sentais mal tous les jours. Puis il y avait aussi des élèves plus âgés qui se moquaient de moi et de ma mère. Et ceux de ma classe m'ont exclu. J'ai commencé à faire des cauchemars et je n'avais plus du tout envie d'aller à l'école. Le harcèlement n'est pas un phénomène propre aux enfants. Le fait d'exclure, de se moquer, d'embêter, de persécuter est un phénomène propre aux humains en général. Il a lieu partout et c'est un phénomène de groupe. Je m'appelle Michael Schulte-Markwort, je suis spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfance et de l'adolescence. La dynamique typique, dans une classe, à l'école, c'est de construire et de maintenir la cohésion du groupe autour de l'idée qu'un autre groupe ou qu'un membre du propre groupe est mauvais. Ce qui arrive souvent, par exemple, c'est que 2 classes parallèles ne s'aiment pas. Chaque classe dira systématiquement de l'autre « ils sont nuls, ils sont moins bons que nous, etc. » C'est une façon de trouver de la stabilité. Les tyrans du monde entier utilisent ce levier pour créer des ennemis au sein d'une société. Au sein d'une même classe, cela se traduira par le fait d'embêter un élève. Et l'escalade peut aller jusqu'à la violence physique, le racket et l'exclusion. Au lycée, j'avais des notes de plus en plus mauvaises parce que les garçons n'arrêtaient pas de me provoquer et j'en souffrais. Parfois, j'essayais de trouver des excuses pour ne pas aller à l'école parce qu'ils s'en prenaient aussi à ma famille. Déjà à moi, c'était dur, mais à ma famille, c'était pire. Et donc, je suivais de moins en moins les cours. Et c'est pour ça que j'ai raté mon année et que j'ai dû changer d'école. Je
suis Grégoire Borst, je suis professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université Paris-Cité et je dirige le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. C'est une situation sociale extrêmement complexe avec des émotions négatives associées. Ça va avoir un effet à un âge donné, cela c'est attendu, mais ça a aussi des effets sur la dynamique du développement cérébral. Et donc ça peut toucher effectivement les centres émotionnels comme le système limbique, ça peut aussi toucher effectivement des centres de régulation des émotions comme le cortex préfrontal, la connectivité entre ces deux régions, et donc avoir des incidences sur un certain nombre d'anxiétés, voire même d'angoisses qui peuvent émerger, notamment des angoisses et des anxiétés sociales. C'est-à-dire qu'ensuite, le risque qu'on peut avoir, c'est des enfants et des adolescents qui vont être en situation de retrait par rapport aux groupes sociaux parce qu'ils ont effectivement une crainte ou ils détectent une menace potentielle dans l'environnement de se retrouver dans la même situation. Et donc, le véritable et l'enjeu aussi, c'est de prendre conscience que si vous touchez au centre émotionnel du cerveau, comme ces centres émotionnels du cerveau, ils sont connectés avec l'ensemble du cerveau, avec tous les systèmes et notamment les systèmes d'apprentissage, vous pouvez évidemment avoir en cascade des effets sur l'estime de soi, le sentiment d'efficacité dans le cadre scolaire et même l'apprentissage, et donc avoir des effets sur la réussite scolaire, le décrochage scolaire, l'orientation vers le supérieur. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de prendre en compte finalement la gravité de ce que constitue le harcèlement dans le cadre scolaire. En décembre de l'année dernière, je suis arrivée dans ma nouvelle école, où je suis toujours. Et dès le premier jour, ils ont commencé à me regarder de travers, à ricaner et... Il y avait un élève qui ne m'aimait pas. Il a dû se dire, elle a la peau noire, avec elle, on va pouvoir y aller. Il se moquait de moi avec ses copains et il n'arrêtait pas de me traiter de négresse. Voilà. Et est-ce que quelqu'un leur a dit d'arrêter? Non. En fait, dans ma classe, ils sont pratiquement tous comme ça. Les enfants ne naissent pas xénophobes. Ils apprennent à être xénophobes dans leur famille, et plus précisément à la maison. Quand chez eux, il y a des stéréotypes par rapport à tel ou tel groupe, que les enfants entendent ça lors de conversations entre adultes, ils intègrent l'idée que telle personne ou tel enfant est différent de nous. Malheureusement, ils peuvent également voir ça dans les médias qui ont tendance à relayer des stéréotypes associés à certains groupes. Et à partir du moment où on crée des catégories sociales, on crée des risques associés de voir émerger des phénomènes de xénophobie ou de racisme associés à ces groupes sociaux qui ne sont pas nos groupes sociaux d'appartenance. Des individus, et tout l'enjeu effectivement, c'est d'avoir des compétences qui nous permettent de résister à ces stéréotypes implicites et explicites. Sensibiliser les enfants au fait que ça existe, c'est déjà une façon de les armer, d'une certaine manière, à pouvoir y résister. Enseigner l'antiracisme à ses enfants, ça commence par soi-même. En tant que parent, la première chose à faire est de prendre conscience de vos privilèges et de vos préjugés. Quels préjugés avez-vous envers un groupe ethnique particulier? Est-il justifié et pourquoi? Commencez par vous regarder vous-même. Ensuite, il faut avoir une conversation avec votre enfant. Qu'est-ce que tu sais du racisme? Qu'est-ce que tu sais de tel ou tel groupe? Est-ce que tu as des éléments concrets qui justifient tes préjugés? Donc, regardez vos préjugés et essayez de confronter vos enfants à des cultures et des ethnies différentes. Chose que vous pouvez faire par l'intermédiaire de récits et d'activités collectives. Au niveau de l'école, il est important que les enseignants et la direction scolaire développent des programmes d'enseignement qui abordent la question des préjugés. Et au lieu de laisser tous les petits Allemands, les petits Français et les petits Africains se regrouper dans leurs coins respectifs, essayez de créer des occasions dans l'école pour vous écarter de cette logique de regroupement ethnique et où les enfants pourront se mélanger les uns aux autres. Dans cette classe, j'ai une copine qui est noire aussi, mais elle n'osait pas se défendre.
À un moment, elle a même pensé à se suicider, à cause des garçons de la classe qui la menaçaient de la frapper, elle et ses parents. Alors, je suis allée voir la directrice de l'école et j'ai discuté avec elle pour qu'elle fasse enfin quelque chose. Après, la directrice a raconté ça au prof et notre prof principal a fait une annonce en disant que ce genre de choses devait arrêter, sans quoi il y aurait des sanctions. Et jusqu'à présent, ça a été respecté. Pendant que le professeur principal parlait, mon amie s'est mise à pleurer parce qu'elle avait toujours eu le sentiment d'être impuissante et là, elle s'est sentie soutenue parce qu'enfin quelqu'un faisait quelque chose. Depuis que je suis là, elle a trouvé sa force. C'est très dur de se battre pour la justice à l'école. Je suis encore mineure. Et les profs devraient comprendre que c'est difficile. Mais bon. Quand un enfant est victime de harcèlement et que son estime de soi est mise à mal, les parents peuvent consulter un thérapeute ou un conseiller pour l'aider à gérer ses émotions. Ça peut aussi lui donner l'occasion d'apprendre à se défendre. La force que j'ai, c'est Fida, ma coach, qui me l'a donnée. Elle m'a aussi conseillé de m'endurcir, parce que sinon ça n'ira pas. Je sais que ça m'arrivera tout au long de ma vie. Au club de jeunes, je me sens très libre, parce que les gens ne m'excluent pas à cause de ma couleur de peau. On danse ensemble, on rigole. C'est vraiment génial. Ce que j'aime chez Yelena, c'est qu'elle danse super bien. Elle a beaucoup d'humour et puis elle est sympa, très empathique. Salut, je m'appelle Yelena, j'ai 15 ans et mon loisir c'est la danse. Au début, je ne savais pas qu'Anna était harcelée. Je l'ai compris à sa tristesse quand on en a parlé. Moi, j'ai été harcelée en primaire. On disait par exemple que j'étais pauvre à cause de mon origine parce que je suis noire et que les noirs n'ont pas d'argent. Ou alors, quand il touche un mur, est-ce qu'il devient marron? Ce genre de questions idiotes. Mais quand Anna m'a raconté ce qui lui était arrivé, j'ai été super choquée. Parce que franchement, pour elle, c'était pire que pour moi. Et je me suis sentie très connectée à elle. Un harcèlement sur le long terme a toujours pour conséquence que les enfants se renferment, se recroquevillent sur eux-mêmes. Ils sont plus tristes, malheureux, sans vraiment expliquer ce qui leur arrive. Beaucoup de parents sont perplexes quand ils apprennent que leurs enfants sont victimes de harcèlement. Ils ne comprennent pas pourquoi. Les enfants vont d'abord essayer de savoir s'ils peuvent vous parler en toute sécurité. Il faut donc être dans une communication ouverte et avoir une écoute active. Mais là, les parents risquent d'entendre des choses qui les choquent et se mettre très en colère. Ce que l'enfant va traduire par « ce n'est pas un sujet que je peux aborder sereinement avec mes parents ». Il faut donc prendre sur soi et dire « ok, dis-moi davantage ». Et vous, ça va vous laisser le temps de maîtriser votre énervement face à ce que votre enfant est en train de vous confier. Essayez de rester calme, exprimez votre compassion, validez le ressenti de votre enfant, faites preuve de compréhension. Ok, je vais réfléchir à la manière dont je pourrais t'aider. S'il n'entend pas ça, votre enfant ne s'ouvrira pas à vous. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 16 ans et j'habite en Isère, entre Lyon et Grenoble. Je suis donc ambassadeur de la lutte contre le harcèlement ici à l'école. J'ai déjà fait l'expérience un peu d'exclusion, pas de harcèlement, parce que j'étais un peu l'intello et que les gens disaient que j'étais pas amusant, j'étais chiant. Et du coup, à part mes vrais amis, les gens voulaient pas trop être avec moi. J'ai vécu l'expérience du harcèlement car mon ami a été harcelé, car il est trans.
Et il a subi des insultes, des remarques désobligeantes. Il se faisait dévisager plusieurs fois. Enfin, c'est un peu grâce à lui que je me suis engagé dans cette lutte contre le harcèlement. Je suis ambassadeur de la lutte contre le harcèlement depuis la rentrée scolaire. Et avec moi, il y a aussi Colombe, qui du coup participe avec moi dans cette lutte. Pour moi, c'est important d'être ambassadeur contre le harcèlement. C'est parce que les élèves vont pas toujours avoir envie de se confier à un adulte. Et des fois, ils vont préférer se confier des personnes de leur âge. Parce que c'est plus simple pour eux. Je m'appelle Catherine Blaya, je suis professeure en sciences de l'éducation avec une spécialité vers la sociologie et mes objets de recherche sont plus particulièrement le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement. C'est très important de parler des questions de cyberharcèlement et de harcèlement avec les enfants. Internet fait partie de leur vie au quotidien. On a souvent tendance à séparer leur vie sur Internet et leur vie dans le milieu scolaire, leur vie sociale avec leurs camarades. Or, la recherche montre que les deux sont extrêmement liés et qu'eux ne font pas de séparation entre les deux. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont victimes, mais qui n'en parlent pas parce qu'ils ont honte de ce qu'ils subissent ou parce qu'ils ne savent pas reconnaître le phénomène, d'où l'importance de s'intéresser à ces questions et de sensibiliser les jeunes sur l'importance d'exprimer ce qu'ils vivent, d'en parler à des adultes et de ne pas avoir honte parce qu'ils ne sont pas responsables de leur victimation. Je connais quelqu'un qui a vu ces photos circuler sur un réseau social, des photos qui étaient personnelles et qui ont finalement fait le tour de tout l'établissement en très peu de temps. Et ça a été très compliqué lorsqu'il a fallu gérer avec les CPE pour trouver là où les coupables, puisque finalement tous ceux qui avaient partagé la photo avaient une part de responsabilité. On n'a jamais réussi à savoir comment les photos s'étaient retrouvées en circulation, mais les gens se moquaient essentiellement. Les autres élèves se moquaient essentiellement des personnes présentes sur les photos, de elle et de sa famille, en faisant circuler, mais on n'a jamais su comment c'était arrivé. Comme c'est des grandes plateformes, il y a plein de gens en même temps, donc on peut facilement faire passer des idées, des fausses photos, des rumeurs, ça va beaucoup plus vite qu'en vrai. Et donc je sais que c'est quelque chose de très compliqué à gérer, et surtout quand la personne est mise au courant, c'est quasiment impossible d'enlever tout ce qui a été dit sur elle, sur Internet, ça reste. Effectivement, il y a du cyberharcèlement et Internet est un terrain de jeu facile pour régler ses comptes et régler ses disputes. Le problème est que les victimes, à l'heure actuelle, de par l'expansion de la communication sur Internet, n'ont plus de répit. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois victimes à l'école et quand elles rentrent chez elles. Alors qu'auparavant, elles étaient victimes à l'école et une fois chez elles, elles étaient tranquilles. Or maintenant, les humiliations, les insultes, les tentatives d'exclusion sociale ont lieu tout le temps. Et le jeune n'a strictement aucune maîtrise sur ce qui est en train de se passer sur Internet. Très souvent, on me dit « mais je vais lui interdire d'accéder à Internet » en parlant de son enfant. Je rétorque, vous conduisez une voiture. Conduire une voiture, c'est dangereux. Donc l'important, ce n'est pas d'interdire de conduire la voiture, mais vous apprenez quelles sont les règles de sécurité quand vous conduisez et vous apprenez quels sont les risques qui sont potentiellement dangereux pour votre santé. Pour Internet, l'utilisation d'Internet, c'est la même chose. Donc, plutôt que de contrôler et de baser le dialogue uniquement sur le contrôle, il est important, dès les premiers usages d'Internet, de discuter, de mener des activités avec les enfants pour établir cette relation de confiance autour de l'Internet et non pas une relation de défiance ou de contrôle.
Si un cas est repéré, donc la première chose à faire, c'est effectivement de gagner la confiance de la victime et également l'accompagner, éviter qu'elle soit seule dans les pauses ou les récréations pour petit à petit qu'elle se sente écoutée. C'est le plus important pour qu'elle puisse aller mieux finalement. Et faire la passerelle entre elle, les professeurs, les CPE, un psychologue pour qu'ils puissent l'aider à sortir de cette situation et effectivement sanctionner les harceleurs et si jamais elle le désire, porter plainte. Quand un enfant se livre à du harcèlement, il faut essayer de comprendre pourquoi. Nous avons besoin d'appartenance et de liens affectifs. Or, les enfants harceleurs n'ont pas ce lien avec leurs parents ou avec les adultes autour d'eux. C'est ce manque de lien à la maison qui les pousse à aller chercher ailleurs. Et parfois, ils le font de manière agressive, en recherchant une inégalité dans le rapport de force. Autrement dit, il faut que je puisse avoir le contrôle sur d'autres personnes, sur d'autres enfants dans mes interactions avec eux. Je sais que beaucoup de parents dont les enfants ont été harcelés ne veulent pas avoir de compassion pour le harceleur. J'essaie pourtant de les y encourager, parce qu'il faut essayer de comprendre le contexte dans lequel vit le harceleur. C'est souvent un contexte familial difficile, avec de la maltraitance, où l'enfant ne se sent pas valorisé parce qu'il n'a pas de lien affectif. Il reproduit les comportements abusifs des adultes autour de lui qui devraient le protéger et lui apprendre comment se comporter en société. Un enfant qui maltraite les autres est un enfant maltraité. Mais un enfant peut changer s'il peut s'attacher à un adulte au moins. Quelqu'un qui peut satisfaire ses besoins émotionnels et être présent quand il va mal. On se retrouve dans une situation dans laquelle on ne ressent pas forcément que du plaisir à harceler quelqu'un d'autre. Et donc, on se retrouve dans une situation un peu de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que c'est moralement inacceptable de faire ce qu'on fait. Et en même temps, puisque ça me permet d'acquérir un statut social particulier dans mon groupe d'appartenance, je m'engage dans ce comportement-là. Et donc finalement, cette situation crée une obligation de trouver des explications à mon propre comportement. Et on voit bien qu'en cascade, ça peut quand même avoir des effets sur le long terme, parce que ça peut entraîner une certaine forme de désensibilisation vis-à-vis des difficultés rencontrées par autrui, notamment dans les interactions sociales. Et puis ça peut renforcer les stéréotypes associés de ce qu'on appelle l'exogroupe, c'est-à-dire mon groupe qui n'est pas mon groupe d'appartenance. Généralement, pour les victimes, c'est compliqué de voir que les autres ne disent rien. Donc c'est à eux que notre rôle d'ambassadeur s'adresse également. Les faire changer d'avis, les faire réagir et les empêcher de suivre les quelques leaders du harcèlement. Les suiveurs doivent surmonter la peur d'être exclus à leur tour. Souvent, ils ont peur qu'en s'opposant au harcèlement, ils en deviendront victimes eux-mêmes. Il faut aussi que les enfants comprennent le plus tôt possible que la solution, c'est la solidarité. Plus les suiveurs s'unissent vite, plus vite le harceleur actif, le meneur, perdra son pouvoir d'influence. Le harcèlement fonctionne selon le principe clé-serrure. Et donc, lutter contre ça fonctionne uniquement si on réunit les harceleurs, les victimes et les suiveurs, et qu'on se penche sur le problème avec tout le monde. Donc, essayer de travailler aussi au niveau du jeune, c'est-à-dire l'accompagner pour l'aider à changer son comportement, puisque l'on s'est rendu compte que les jeunes qui avaient ce type de comportement avaient des manques au niveau de l'empathie. L'empathie, ça peut s'enseigner, et donc il faut commencer très tôt. Et donc on peut commencer par déjà apprendre à un enfant très jeune à se mettre déjà à la place de quelqu'un d'autre. Mais c'est très difficile pour un enfant. Donc c'est déjà la première chose qu'il faut apprendre. Apprendre à se décentrer. Ça, c'est la première étape de l'empathie. La deuxième étape, c'est effectivement d'arriver à se questionner sur les états mentaux d'autrui. Et on est tous capables de ça. Notre cerveau a cette capacité incroyable d'analyser vos intentions, d'analyser vos états mentaux. Chez un enfant de 3 à 5 ans, on peut par exemple lire des livres
et poser des questions sur les états émotionnels des personnages dans cette histoire-là. Chez les enfants qui sont un peu plus âgés, on va peut-être réussir à confronter à ce moment-là le fait qu'on puisse avoir des états mentaux qui sont un peu différents. Parfois, c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Et en exposant les gens finalement progressivement, et les enfants notamment, à des systèmes de valeurs différents, au fait que, en fonction des cultures, on pense pas tout à fait la même chose. Il faut les exposer à la diversité, d'une certaine manière, des sociétés dans lesquelles on vit. Et tout ça, ça se travaille aussi dans le cadre familial et dans le cadre scolaire. Moi, j'en donnerais un conseil à ceux qui sont harcelés parce que la vie n'est pas juste. Et des fois, il n'y a personne qui nous aide. Voir la raison pour laquelle on nous harcèle comme une faiblesse. Et il faut vraiment en faire sa force, en faire voir même son identité. Et ça permet justement que cette différence, on ne peut pas l'utiliser contre nous. Afin qu'elle puisse l'utiliser comme une armure.